Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast et nouvel épisode de Brest On Air consacré aujourd'hui à la présentation donc, de Martin Satriano. Martin Satriano, joueur de l'Inter Milan prêté à Brest. Et aujourd'hui, nous sommes avec Yann qui nous rejoint. Salut Yann. Salut, salut. Donc, premier podcast de l'année 2022 quand même. Un plaisir de vous retrouver, surtout pour une bonne nouvelle. Exactement. Bon, on espère que tout va bien de ton côté à l'autre bout de l'Europe, parce que ça explique aussi un petit peu la raison pour laquelle les podcasts se sont fait un petit peu plus rares en ce moment. Tu es en plein déménagement et pas la porte à côté, et notamment des petits soucis de connexion Internet pour l'instant, mais on va revenir très prochainement. De ton côté, déjà, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. J'ai moins 15 degrés, donc un temps idéal pour rester chez soi à parler football. On n'est pas avec Quentin aujourd'hui qui travaille, qui lui-même également est en pleine période de déménagement. Ce qui explique également ses absences régulières en ce moment, mais il reviendra naturellement dès que tout ça sera réglé. Alors aujourd'hui, petite présentation de Martin Satriano, joueur donc prêté par l'Inter Milan, comme Lucien Agoumet. Juste quelques petites informations sur lui, des choses très basiques. Donc il va avoir bientôt 21 ans. Il est né le 20 février 2001, donc c'est un très jeune joueur. Il est de Montevideo en Uruguay. Alors, on a vérifié avec Yann, c'est le premier joueur uruguayen de l'histoire du Stade Brestois. Yann, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a eu donc 6 ou 7 joueurs sud-américains selon si l'on considère Christian Batocchio argentin ou italien. On a eu 6 ou 7 Argentins, selon Ah, Batacchio. Il y a 6 également argentins, pardon. 4 Brésiliens, 2 Paraguayens, un Colombien. Alors, vous doutez bien que c'est pas évident de trouver quelqu'un de francophone pour nous parler de Martin Satriano aujourd'hui. Alors, peut-être que dans 5 ou 6 ans, ce sera devenu un crack incroyable et il sera connu de tous. Pour l'instant, ça reste un joueur très méconnu, assez anonyme, qui est arrivé à l'Inter il y a maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est il y a 2 ans, ou Un an. un an lorsqu'il avait 19 ans. Et donc, il va essayer de faire ses classes au Stade Brestois pendant 6 mois pour un prêt de 6 mois. Et on a donc interviewé un journaliste italien. Yann, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer? Tout à fait. Donc, d'abord, introduction, on a interviewé Fabio Alampi. Fabio Alampi, qui est en fait le monsieur équipe jeune de l'Inter, un peu le JJ de l'Inter, pour ceux qui connaissent JJ, qui suit donc toutes les équipes jeunes de Brest. C'est quelqu'un qui travaille pour le site de l'Inter, donc FC Inter 1908, qui travaille également pour la Gazzetta dello Sport, en suivant les équipes jeunes de l'Inter. Et on a échangé avec lui en anglais. Il se sentait pas forcément de faire un format audio, mais il nous a proposé de retranscrire ses propos. Donc on va avoir un petit jeu de rôle où finalement, à partir de maintenant, je suis Fabio Alampi. Voilà. Très bien, Fabio. Alors du coup, c'est Voilà jeu de cela. rôle dans le sens où c'est moi qui vais poser les questions que nous avions préparées surtout au journaliste italien, et puis tu vas nous traduire en fait les réponses qu'il nous a transmises, qui étaient d'ailleurs assez complètes. On le remercie d'ailleurs vraiment pour le temps qu'il a passé à nous répondre. Et pour la qualité de ces informations, c'est toujours très agréable de discuter avec des gens donc de divers horizons, surtout des suiveurs de clubs étrangers. On l'a fait quelques fois, c'est assez rare mine de rien. Et là, c'était très cool. Yann, si tu es d'accord, on peut peut-être commencer la retranscription de cet entretien. Commençons, commençons. Vengan de a uno a ver si se dan cuenta, porque esto es Uruguay, papá. No nos comemos ninguna. Mucho huevo el corazón, celeste son mis pasiones sin jugar para la tribuna. Porque esto es Uruguay, papá. Alors, la première question que nous avons posée, c'était sur Satriano qui rejoint Brest pour la deuxième partie de la saison. Qu'est-ce qu'il a fait globalement, ce joueur, sur les 6 premiers mois, depuis fin août, début septembre? Alors Satriano, c'est un joueur qui finalement a peu joué en soi, parce qu'il a joué que 4 matchs en Serie A et c'était des bouts de matchs. Il a joué quelques matchs avec l'équipe U19, 3 précisément, mais ça a quand même été 6 premiers mois où il a fait des choses, et la première chose, c'est qu'il a intégré le groupe pro de l'Inter. Il s'entraîne régulièrement avec le groupe pro, du coup il côtoie le plus haut niveau, parce que c'est quand même un des grands d'Europe, l'Inter. Ça lui a profité, assurément, il a découvert le monde pro, maintenant il a besoin de jouer. C'est pour ça qu'il pousse aussi, qu'il a poussé pour ce départ à Brest. Le point positif, c'est que il est en grande forme physique. Physiquement, il est prêt, il a suivi toute la préparation, il a été impressionnant en préparation. C'est pour ça que l'Inter n'avait pas voulu le laisser partir.
Il n'a pas eu de blessure. Il a eu le Covid en novembre-décembre. Donc normalement c'est bon pour l'instant. Et donc voilà, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais normalement il arrive prêt. Bon, c'est déjà assez rassurant parce que quand c'est un prêt de 6 mois, si le type arrive et qu'il a déjà 2 mois pour se remettre en forme, ça peut être problématique. Tu dis que Satriano a poussé pour venir à Brest parce que lorsqu'on a échangé avec Fabio, il nous a dit qu'il avait poussé pour venir à Brest. Déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il avait d'autres pistes pour cet hiver? Est-ce que c'est lui qui a voulu venir à Brest? Alors en fait, il faut remonter à l'été dernier. Satriano était déjà très demandé. Il y avait déjà beaucoup d'offres de prêts, que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre. Comme Fabio nous l'a dit, il a fait une très belle pré-saison. Donc l'entraîneur Inzaghi a fait le forcing pour qu'il reste. Mais bah voilà, il n'a pas beaucoup joué, donc il a redemandé à être prêté. Il a signé un nouveau contrat juste il y a quelques heures, quelques jours, et il a enchaîné avec un prêt. Il y avait plusieurs pistes sur la table, donc plusieurs pistes de Serie A. Il y avait aussi, donc par exemple, Cagliari, Torino. Il y avait Monza en Série B, et il y avait Brest. Il faut savoir qu'en Serie A, c'est très jeune pour les jeunes, et notamment les jeunes attaquants de jouer. Donc Cagliari et Torino étaient un peu écartés de facto. Et entre Monza, club de Série B, et le Stade Brestois en Ligue 1, le choix s'est fait assez naturellement, surtout que, a priori, Martin Satriano vient avec une certaine, pas promesse, mais des attentes de temps de jeu. Tout à fait. Lorsqu'on a échangé, ça c'est d'autres sources avec lesquelles on a travaillé ces derniers mois d'ailleurs, hein, et puis ces derniers jours aussi. Ces derniers mois sur d'autres profils et ces derniers jours sur Satriano nous disait qu'effectivement il ne venait pas pour faire banquette. C'était peut-être c'est curieux de dire qu'il vient pour être titulaire, mais en tout cas c'est l'idée. C'est donc un très jeune joueur qui est plein de promesses comme beaucoup de joueurs très jeunes. Est-ce que donc il a rejoint l'Inter l'année dernière. Est-ce qu'il va un jour intégrer cette équipe à terme? Est-ce que l'Inter en gros compte réellement sur lui ou le prête pour s'en débarrasser et le faire une petite plus-value? Il a été recruté pour 2,4 millions d'euros. Donc est-ce que l'Inter le prête pour le montrer ou pour vraiment lui donner du temps de jeu pour le faire jouer dans l'équipe première dès la saison prochaine? L'Inter le prête parce que le joueur veut être prêté. Comme je l'ai dit, en fait, l'Inter ne voulait pas le prêter cet été, c'est le joueur qui fait le forcing, mais l'Inter compte sur lui dans le futur long et même dans le futur proche. La saison prochaine, ce serait assez surprenant de le voir ne pas être de nouveau dans le groupe, de ne pas le voir gratter du temps de jeu. Et du côté de Milan, tout le monde est convaincu de son potentiel. Et quand je dis tout le monde, c'est les observateurs. Moi, Fabio en premier lieu, mais aussi dans le staff. L'entraîneur lui-même en dit beaucoup de bien. Donc c'est un gros prospect pour l'avenir côté Inter. Intéressant en tout cas de voir comment est-ce qu'il va faire pour justement se montrer, parce que c'est à la fois très court pour Brest de le faire performer, mais pour lui aussi, il a une certaine pression, mine de rien, de réussite. Puisqu'il arrive avec 18 matchs, là, il reste simplement, sans compter la Coupe de France, pour se faire une place et puis également se faire voir par l'Inter. Aujourd'hui, Brest possède deux attaquants qui ont un profil similaire, bons joueurs de tête, fort impact physique et techniquement, on peut dire un petit peu en dessous de la moyenne. Et surtout, c'est ça le problème actuellement, pas franchement efficace devant le but. On pense à Mounier et Le Doiron, mais on peut également rajouter là-dedans Irving Cardona qui a très peu marqué cette année. Satriano, c'est quoi son profil? Est-ce qu'il a un profil similaire ou au contraire un profil différent? Satriano a cet avantage d'être un profil finalement très complet. Il peut jouer dans plusieurs registres. Il peut jouer sur un registre un peu physique, enfin très physique, mais aussi très technique. En fait, ça, il a surtout de très grosses qualités techniques. Il est rapide, notamment balle au pied. Il joue assez bien dans la profondeur. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités avec lui. On peut jouer dans les pieds, on peut lui balancer des grands sacs, on peut chercher des centres. Il y a beaucoup de possibilités. Et pour être peut-être encore un petit peu plus précis, selon toi, quelles sont ses meilleures qualités et au contraire plutôt les côtés perfectibles chez lui, les aspects qu'il devrait travailler ou dans lesquels il devrait s'améliorer? Comme je l'ai dit, sa première grosse qualité, c'est ses qualités techniques. C'est vraiment un joueur qui est très bon balle au pied, qui est très bon des deux pieds, que ce soit pied gauche, pied droit. Il a un jeu de tête qui est plutôt bon, puisque en plus c'est un joueur qui fait presque 1m90, je crois que c'est 1m87, qui physiquement est assez solide, faut le bouger. Après, c'est pas non plus un monstre, il va pas dominer les grands cadors comme Sergio Ramos ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un bon joueur qui a besoin de progresser peut-être dans sa finition dans les 16 mètres.
Il a parfois tendance à vouloir faire trop compliqué. Mais voilà, ça reste un jeune joueur. Avec du temps de jeu, ça viendra. Et surtout, je le répète, avec des très grosses qualités techniques. Joueur de tête, à la limite, si c'est pas sa première qualité, c'est pas grave, parce que ça, on a Steve Mounier qui, de la tête, justement, se débrouille bien, et c'est peut-être important pour Steve Mounier d'avoir un joueur qui soit technique et à l'aise techniquement à côté, parce qu'on peut pas dire que la technique soit forcément le point fort principal de Cardona et le Doiron non plus, qui ont d'autres qualités par ailleurs, bien sûr, mais voilà, Steve Mounier, je regarde, c'est 1m90, et Satriano, c'est effectivement 1m87, donc là, on est face à deux belles marmules, quand même, mine de rien, ça peut peser sur les attaques adverses. Alors évidemment, ça va très vite sur les réseaux, etc. On sait qu'il vient d'Uruguay. Beaucoup de gens vont donc se demander si on a recruté le nouveau Cavani ou le nouveau Suarez. Avec qui on pourrait le comparer le plus? Ça peut pas forcément d'ailleurs Cavani ou Suarez, hein, mais est-ce que peut-être l'un des deux ça collerait? Lui, ce qui lui ferait plaisir, c'est qu'on le compare à Suarez. Parce que c'est son idole d'enfance. Il le dit assez publiquement, il le répète souvent. Euh, Après, moi, personnellement, je dis moi, mais c'est Fabio, hein. Vous avez bien compris, c'est un peu perturbant même pour moi. Oui. Et je dirais presque Karim Benzema sur certains aspects. Il y a un sens du jeu et encore une fois, ces qualités techniques qui peuvent permettre de faire un petit parallèle avec Benzema, sans On va vouloir faire, mettre de pression. ouais, on va taper les 100 000 vues en mettant une vraie recrute de nouveau Benzema, tu vas voir. Ça va être incroyable. Du coup, j'ai l'impression d'être Dominique Grisé qui t'explique un truc, c'est très rigolo. Satriano, donc il a rejoint Brest jusqu'à la fin de la saison. En prêt, alors, est-ce qu'on sait s'il a une option d'achat ou pas? Pour l'instant, Non, il n'a pas d'option de chat. d'accord. Donc, sans option d'achat. Il sera là que pour quelques matchs, je l'ai dit, un 18 de championnat plus la coupe. Donc ça peut être un match si ça s'arrête à Nantes, voire un petit peu plus, on espère. Est-ce qu'on peut espérer, pour nous, supporters de Brest, qu'il ait un impact immédiat sur les performances de l'équipe? Oui, oui, parce qu'il, comme j'ai dit, il est prêt, notamment physiquement. Il arrive avec une très grosse motivation, une envie de se montrer, presque de rattraper les 6 mois où il a peu joué. Et surtout, il a l'air de savoir où il met les pieds. Il a l'air d'avoir bien compris qu'il rejoint un club qui joue le maintien. Euh, enfin, c'est pas un choix par défaut. Il a vraiment l'air d'avoir réfléchi ce choix. C'est déjà assez rassurant aussi sur la volonté du garçon, parce qu'on se rappelle le dernier Sud-Américain qui est venu en prêt à Brest. L'hiver dernier, Jean-Lucas, pour pas le citer, c'était pas forcément un modèle d'intégration et de réussite. Alors, on espère que là, après, ce sont deux profils qui sont évidemment très différents, et on espère en tout cas que la réussite sera différente. Bref, cette année, joue beaucoup en 4K2, même si on sait que Michel Darzacayan avait essayé de faire autre chose, notamment dans les matchs de préparation. Peut évoluer également en 4-2-3-1, hein, mais Satriano, lui, est-il capable de jouer seul devant? C'est une question que je pose. Quel est son système préférentiel? Et une troisième question en une, plus généralement, est-ce que c'est plutôt un pur attaquant ou alors est-ce qu'il peut jouer ailleurs comme ailier notamment? Il peut jouer ailleurs. Il peut jouer notamment en 10, chose qu'il a fait quand il était jeune. Mais à mon sens, ça serait du gâchis parce que Sastriano aujourd'hui, c'est un vrai buteur. Quelqu'un qui peut jouer effectivement en 4-4-2, mais qui peut aussi jouer très bien tout seul, très complet. Donc vraiment, en prenant Satriano, Brest prend un vrai buteur, quelqu'un qui a des gestes d'attaquant, qui ne trompe pas en dehors de la surface, dans la surface. Donc vrai buteur. Il préfère comment lui? Il préfère jouer dans les petits espaces, construire de belles actions, ou alors, bref, on sait que l'équipe a l'habitude d'utiliser les centres de la surface, peut-être même trop d'ailleurs, hein, 60 centres contre Nice, pour finalement très peu d'occasions. Qu'est-ce qui lui convient le mieux? Comme je l'ai dit, il a de très grandes qualités techniques et du coup la conséquence c'est qu'il aime beaucoup toucher le ballon. Il préfère avoir le ballon au sol, il aime bien s'il le faut décrocher. Enfin, c'est pour ça que je comparais presque avec Benzema par moment. Et voilà, c'est quelqu'un qui va être présent dans le jeu, qui va vouloir se montrer. Après, si on lui dit de rester devant et de faire le plot, je pense qu'il le fera. Mais c'est pas ce qu'il préférait, lui. Il préférait effectivement jouer, construire et voilà. Très bien. Ici à Brest, il va découvrir vraiment un autre type de situation qu'à l'Inter, hein. Évidemment, c'est deux clubs qui n'ont rien à voir. Cela dit, il était dans une situation quand même un petit peu de confort, puisque c'est qu'il joue avec la Primavera, donc si je dis pas de bêtises, qui est l'équipe B, hein, on est d'accord. Cette année, il était dans le groupe professionnel avec l'équipe première de l'Inter, mais très très souvent, il restait sur le banc, parce que si je dis pas de bêtises, c'est 33 minutes de jeu cette année, donc c'est famélique, hein. Et là, il va arriver à Brest dans une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Est-ce qu'il est armé
pour des matchs qui vont être vraiment des matchs sur lesquels le moindre ballon et le moindre point vont compter. Et notamment, c'est un des matchs dans lesquels on va lui demander de défendre. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de défendre ou est-ce que, au contraire, lorsque le ballon n'est plus dans sa zone de jeu, il va s'en désintéresser et ne pas être impliqué dans le collectif finalement? Non, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a faim, qui a très faim. Même à l'Inter, que ce soit avec la Primavera ou si c'est quelques minutes en Serie A, c'était finalement assez régulier de le voir redescendre bas, de le voir défendre, même presque dans sa moitié de terrain. Il a pas peur, il va pas compter ses efforts. Et ce qui ressort de sa première année avec les jeunes, c'est que c'est quelqu'un qui est très très costaud mentalement. Il aura pas peur, qui va pas abandonner, qui va pas lâcher. Donc non, je me fais pas de soucis pour lui, pas sur ce point-là. Petite particularité pour finir, hein, c'était dernière question de cet entretien. Petite particularité, c'est le deuxième joueur de l'Inter qui rejoint Brest cette année, après Lucien Agoumé, qui d'ailleurs, on peut en parler, Yann, hein, a une intégration qui est, je dirais, une réussite mitigée dans l'équipe, avec des bonnes choses et d'autres un petit peu moins bonnes. Peut-être sur l'occasion d'en discuter plus tard. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a une explication justement sur ce lien très fort qui est en train de se tisser entre Brest et le club milanais? Est-ce qu'il y a un partenariat éventuel qui pourrait être créé entre les deux clubs? On sait que ça existe hein, un petit peu partout aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus à ce sujet? Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que l'Inter cherche un club européen, si possible hors de Serie A, où ils pourraient envoyer de manière assez régulière leurs plus grosses pépites, leurs plus grosses promesses. Là, ça fait quand même deux joueurs, parce que Lucien Agoumé aussi, l'Inter compte sur lui à l'avenir. Donc, si ça se passe bien, on peut imaginer que dans un plus long terme, effectivement, ce genre d'opération se répète. Hein. Et en tout cas, ce serait à voir, mais pour Brest, ça pourrait avoir des aspects assez intéressants, mais dans la mesure où tu ne deviens pas le club satellite, où on voit trois ou quatre jeunes qui sont tous les ans un peu en test, et puis finalement, t'en as que un qui perce et les autres, t'es obligé de les faire jouer, ce serait un peu dommage, mais de récupérer quelques jeunes prometteurs de temps en temps, par petites touches, pourquoi pas, moi, ce serait quelque chose que je trouverais assez intéressant. En tout cas, sur la partie question, Yann, c'est fait. Peut-être ton avis à toi sur l'arrivée de ce joueur. Évidemment, on le connaît très peu, mais je pense déjà sans préjuger ou faire d'hypothèses ou de prophéties sur sa réussite ou non, il fallait quelqu'un devant. Oui, donc voilà, Fabio est reparti, fin de cet exercice un peu étrange. On le remercie encore une fois, bien sûr. Grazie. Effectivement, c'est une arrivée, grazie mille, pas gracias, attention. C'est une arrivée qu'en plus, qui arrive dans un timing où ça y est, tout le monde se rend compte que devant, ça ne va pas, parce que ça ne marque pas, mais même parce que ça manque de diversité, en fait. On voit que Jérémy C'est Doiron, ça. Steve Mounier, c'est un peu la même chose. Ça n'offre pas beaucoup de possibilités aux partenaires. C'est un point qu'on aurait pu développer dans un podcast plus long, mais ce qui me gêne en ce moment avec les performances de Steve Mounier et de Jérémy Doiron, c'est qu'en fait, ils brident aussi les performances de Franck Honora et de Romain Fèvre. Là, avec un profil beaucoup plus mobile, qui visiblement est très bon techniquement, ça peut faire des étincelles et surtout libérer les autres joueurs, au-delà même d'apporter un joueur capable de marquer. Tout à fait. C'est pas le lieu ni le moment de faire un podcast plus complet là-dessus. En tout cas, j'ai très hâte moi, de le voir, notamment combiné avec Romain Fèvre. J'espère que si ce que Fabio nous a dit se révèle juste, et il n'y a pas de raison d'en douter, ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique à voir. Après, le souci, c'est qu'il reste plus beaucoup de matchs non plus. Le Stade Brestois n'est pas non plus dans l'urgence de points absolue actuellement. Donc, espérons que ce soit un mariage qui marche. Et on pourrait imaginer le voir démarrer pour quand dès la semaine prochaine, peut-être l'autre Tout d'après. dépend de son état de forme. Peut-être le match de Lille ou alors en coupe face à Nantes, c'est peut-être aussi l'occasion de le lancer sur un match un petit peu différent et qui nous apporte directement la qualification d'entrée de jeu, histoire de bien s'intégrer dans l'équipe. Ce serait plutôt pas mal. Ce serait pas mal, en effet. Bon, premiers éléments de réponse la semaine prochaine. La seule chose certaine, c'est qu'il n'est pas là contre Paris. Enfin, on enregistre ça avant le match de Paris, mais ça sortira Après, après. oui, parce Donc, que sinon il nous reste exactement 3 heures pour tout sortir et le stade n'a pas encore officialisé. Donc, voilà. Donc, voilà, très bien. On se retrouvera prochainement, hein, le plus vite possible, on l'espère, pour parler du Stade Brestois, de Satriano.
Pour ceux qui, enfin normalement vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, on essaye de diversifier un peu les formats, donc on peut se retrouver notamment en Space Twitter, c'est très sympa, vous pouvez participer, vous pouvez intervenir, donc c'est très sympa. Et prochainement dans un format podcast plus habituel également. Tout à fait, tout à fait. Et puis on se retrouve, voilà, comme tu dis, on se retrouve très vite parce qu'il va y avoir une fin de saison, une deuxième partie de saison que j'espère être haletante, avec notamment la Coupe de France qui, mine de rien, devient assez intéressante à suivre avec ce huitième de finale à la Beaujoire. Et puis après, bon, on a un mois de janvier très compliqué. Si on le négocie pas trop mal, même si ça a mal démarré face à Nice, on peut s'offrir une saison intéressante. En tout cas, on espère ne pas trop vivre la même chose que l'année dernière, si je puis dire, avec une galère jusqu'à la dernière seconde. Touche Yann, pour Montpellier. Ouais, touche pour Montpellier. Yann, je vais te remercier pour ce podcast et puis on se retrouve nous très bientôt dans un nouvel épisode. Merci à toi aussi. À très bientôt. Kenavo. Salut. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.